Vous êtes enregistrés. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les professions libérales, mais notamment sur leur droit à la formation professionnelle. Nous avons le plaisir d'accueillir de nombreux représentants sur cette matinée afin de vraiment faire un point sur la formation professionnelle. Au programme de ce webinaire, vraiment déjà démystifier le monde de la formation professionnelle afin de comprendre son rôle, son financement, son évolution, bien évidemment. Ensuite, comprendre de la collecte à la formation, comment on arrive à faire prendre en charge des formations. Et ensuite, nous ferons deux focus, notamment sur les formations spécialisées et aussi sur la formation des salariés des professionnels libéraux, avec le focus sur le numérique. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous deux grands spécialistes de la formation professionnelle. Le premier, notre directeur national au niveau du développement pour les professions libérales, Christophe. Je te Bonjour. laisse te faire un petit mot de présentation. Oui, bonjour Maëlle, bonjour à Bonjour à tous. toi. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Très rapidement, donc, je suis en effet en charge du développement de la formation au sein d'une APL et à ce titre, je coordonne l'action des ORIF, dont évidemment le vôtre, au niveau national. Et précédemment, j'étais en charge de la formation dans un autre syndicat qui était celui de la métallurgie pour l'Île-de-France. Et avant cela, j'ai dirigé plusieurs organismes de formation ou services de formation, mais plutôt dans le monde des grandes entreprises. Voilà. Super, merci Christophe. Et nous sommes aussi accompagnés de Philippe Mazat, qui est le directeur régional Occitanie de l'OPCO des entreprises de proximité. Donc, Monsieur Mazat, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Je vous laisse aussi faire un petit mot d'introduction. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et donc, comme ça a été dit, je suis le directeur régional de l'OPCO des entreprises de proximité en Occitanie, donc qui accompagne les entreprises dans le financement des actions de formation pour les salariés. Et en particulier, on travaille avec un certain nombre de professions libérales. Mais tout ça, je vais l'évoquer un peu plus tard. Super, merci. Et quant à nous, représentants de l'ORIF, nous sommes trois pour être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais laisser d'abord la parole à mes collègues pour se présenter. Bonjour à tous, Christine Maléjac, la responsable du pôle formation. Je suis ravie de vous retrouver. Et Axel Clément, chargé de développement fraîchement arrivé à l'ORIF. Je vous dis bonjour à tous. Et donc, bonjour à tous, Maëlle Chalère, la directrice de l'ORIF-PEN. Donc, avant de commencer, quelques petits propos introductifs sur l'évolution de la formation professionnelle et notamment faire un point sur deux réformes importantes au niveau de la formation professionnelle. La première qui est la réforme de 2014 et notamment avec son décret d'application de 2015 qui est relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle afin de s'assurer des actions de formation ayant référence à cette notion de qualité. Bien évidemment, Datadoc a été mise en place avec une base de données unique qui permet justement de référencer la formation professionnelle sous l'angle de la qualité. La deuxième réforme importante aujourd'hui, c'est celle de 2018 et notamment avec sa loi du 5 septembre 2018 qui porte le nom de la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, on verra tout à l'heure avec Christophe à quel point ce nom de loi est très important dans le domaine de la formation professionnelle aujourd'hui. La loi du 5 septembre est venue rendre un accès plus direct, plus rapide et plus équitable à la formation professionnelle tout au long de sa vie, c'est-à-dire de l'apprentissage à la formation des salariés, des indépendants et également des demandeurs d'emploi. Le référentiel national de la qualité des actions de formation a été mis en place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la certification Calliope avec 7 critères et 32 indicateurs. Alors Christophe, tu peux aussi nous en dire beaucoup plus sur ces deux principales réformes. Beaucoup plus, je ne sais pas, mais je vais te dire quelques mots principaux, parce que tu as déjà dit quand même des éléments vraiment centraux, Maëlle. Alors déjà, il faut savoir que des réformes de la formation, il en existe à peu près autant que des mandats présidentiels, donc c'est à peu près tous les 5 ans. Hein, donc, il ne faut pas s'émouvoir dès lors qu'il y a une réforme. Celle de 2014 est assez centrale puisque, comme tu l'as très bien apporté, elle a souligné l'importance de la qualité au sens procédurière en fait, hein, de la formation. Pas que c'était un produit de bonne qualité, pas que ça. C'est vraiment pour veiller à ce que les organismes de formation soient en phase avec une réglementation stricte. Et l'autre élément, c'est l'apport du CPF. Alors, le CPF a été intégré au moment de la réforme de 2014 en vue du remplacement du DIF. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je crois. Et celle de 2018 a un élément central puisqu'elle a deux vocations. La première, qui n'est pas du tout connue,
de cette réforme, c'est de mettre la France sur le même pied que les autres pays au niveau international sur le niveau des compétences. Et donc, ça amène le deuxième volet de cette formation, de cette réforme, pardon, qui lui est plus connu, c'est de mettre l'individu au centre de la formation et du choix de la formation. Et c'est pour ça que le CPF a pris un énorme envol, une énorme place dans la réforme. Et d'ailleurs, on ne parle plus de plan de formation ou autre, on parle du plan de développement des compétences. Et on va l'aborder à plusieurs reprises. Le terme compétence aura pris tout son sens avec cette réforme de 2018. Super, merci Christophe. Donc, en effet, aujourd'hui, la formation représente plusieurs aspects. Premièrement, ce qu'on appelle un parcours pédagogique qui permet vraiment d'atteindre un objectif professionnel. Et on se rend compte encore une fois de l'importance du nom de la formation, de la liberté de choisir son avenir professionnel. Et comme l'a dit aussi Christophe sur ce plan de développement des compétences. Deuxièmement, les formations concourent en effet au développement des compétences, hein, comme Christophe l'a bien précisé également. Nous sommes aussi dans le monde de la qualité de la formation professionnelle avec ces indicateurs d'appréciation et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en place de la certification Calliope, donc 7 critères déclinés en 32 indicateurs. Alors, je pense que Christophe et Christelle, vous pouvez nous dire beaucoup de choses sur Calliope parce que vous êtes en plein dedans pour le réseau des ORIF. Oui. On y passe bientôt pour l'ORIF Languedoc-Roussillon, très prochainement. Et donc, ça se passe par un audit, c'est bien ça? C'est ça. On reçoit l'auditrice directement dans nos locaux. Voilà. Et enfin, dernière chose aussi qui est liée à la réforme, mais M. Maza nous en parlera encore plus tout à l'heure, c'est que les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, sont devenus des opérateurs de compétences. Donc, on comprend encore plus cette notion de compétence aujourd'hui dans la formation professionnelle afin de pouvoir entourer l'ensemble de ce monde professionnel. Christophe, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la formation aujourd'hui ? Si tu as 4 heures, oui, mais on va faire très, très synthétique. Déjà, Calliope, hein, pour appuyer sur ce que vient de dire Christelle à l'instant. Calliope, c'est donc une réforme centrale, puisqu'elle a pour vocation de professionnaliser, c'est paradoxal, hein, mais c'est vraiment ça, de professionnaliser l'ensemble du marché de la formation professionnelle. Alors évidemment, il n'y a pas que la formation telle que vous la dispensez, c'est un ensemble de critères, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais l'objet, c'est d'initier le principe d'amélioration continue dans les organismes de formation qui doivent s'intégrer dans un ensemble de procédures qu'ils établissent eux-mêmes et qu'ils veillent à respecter tout au long de leur existence. Et donc, pour cela, il faut avoir un agrément qui est donné, qui est attribué par des organismes certificateurs qui eux-mêmes sont agréés. C'est un niveau vraiment supérieur de ce que ça a pu proposer Datadoc historiquement, parce que tout le monde connaît Datadoc, peu de monde connaît Calliope quand on n'est pas dans la formation. Par contre, nous, on connaît bien, parce que ça nous occupe énormément, n'est-ce pas, Christelle? Mais voilà, c'est vraiment l'assurance de proposer à tous les bénéficiaires, hein, parce qu'on ne parle plus de stagiaires, mais bien de bénéficiaires, de procédures vraiment très, très limpides, en tout cas pour l'utilisateur des organismes de formation. Et puis, les compétences, hein, comme tu l'as dit, on y revient, mais on y revient toujours, c'est le cœur du réacteur, c'est le monter… D'ailleurs, c'est l'objectif de la réforme, c'est de faire en sorte que tous les Français, au cours de leur carrière, soient montés d'au moins un niveau de compétence. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les bénéficiaires, les salariés comme les indépendants, comme les libéraux, peu importe, aient à un moment donné dans leur carrière la possibilité de monter d'un niveau de compétence. Maintenant, le niveau de compétence, c'est un autre sujet, mais on ne l'abordera pas ici. Super, merci Christophe. Donc en effet, la formation professionnelle et pourquoi ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'en tant que travailleur indépendant, vous pouvez en effet bénéficier d'un accompagnement pour financer votre formation, que ce soit un financement total ou partiel, et ça, on viendra en parler tout à l'heure avec Christelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la formation des indépendants, cette aide et cet accompagnement est géré par ce qu'on appelle un fonds d'assurance formation. Dans notre langage, c'est ce qu'on appelle le FAF. En fonction de son activité professionnelle et plus précisément de son code APE, c'est-à-dire l'activité principale exercée, qui est un code qui a été attribué par l'INSEE lors de l'immatriculation de votre activité professionnelle, le FAF sera différent. Alors, je vais donner quelques exemples. Par exemple, si vous avez un code APE qui est relatif aux commerçants, votre FAF sera l'AGFIS. Si vous êtes artisan, le FAF sera le FAF-CEA. Si vous êtes profession libérale,
Le FAF sera le Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, le FIFEL, que nous connaissons bien. Et ensuite, petite exception pour les professionnels médecins, eux dépendent d'un FAF spécifique qu'on appelle le FAF-PM. Donc, c'est assez important de savoir évidemment et de connaître son fonds de formation. Christelle vous expliquera tout à l'heure cette petite procédure. Alors justement, Christophe, est-ce qu'il y a une obligation de se former? Grande question. Obligation légale, pas forcément. Sauf pour des professions bien spécifiques. Hein. Évidemment, il y a des formations, il y a des professions dont le niveau de formation doit être maintenu en permanence, ordinal ou pas. Ça, je pense que les professionnels le savent déjà. En revanche, c'est fortement obligatoire si on veut être vraiment toujours sur le bon niveau de compétence, parce que si nous, on ne se forme pas, les concurrents le feront. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est très important d'avoir toujours un bon niveau de connaissances, pas forcément de compétences, mais déjà de connaissances, et pas forcément sur son cœur de métier. C'est très important de bien se maintenir à tous les niveaux, que ce soit sur tout ce qui peut faire tourner sa boutique, en fait. Hein. Il n'y a absolument rien de péjoratif quand je dis ça, bien au contraire. C'est très important de savoir comment fonctionne sa comptasse, les logiciels de quotidien, peut-être des langues étrangères si on a besoin de partir à l'étranger ou de prospecter ailleurs. Bref, se former, c'est nécessaire aujourd'hui pour se maintenir en activité toujours au bon niveau. Et en plus, alors c'est subjectif ce que je veux dire, mais c'est grisant de se former, parce que c'est vrai qu'on se remet un petit peu en question, mais c'est très vite addictif la formation, parce que très vite on se rend compte que c'est très agréable d'apprendre, et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de compétence, et on apprend toujours en fait. Moi-même, je sors de 3 jours de formation récemment, et j'ai adoré ça parce que ça remet un peu tout à plat et c'est très agréable. Super, merci Christophe. Donc, en effet, hein, comme il vous l'a précisé, pour certaines professions, en effet, il y a une obligation de formation qui est réglementaire. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, des avocats qui doivent effectuer 20 heures de formation par année civile. Pour certaines professions réglementées et ordinales, il faut se référer auprès de son ordre pour pouvoir connaître les modalités de formation obligatoire. Et la loi hôpital, patient, santé, territoire a mis en place en 2009 ce qu'on appelle le développement professionnel continu avec 3 objectifs qui découlent de cette loi. Premièrement, c'est d'améliorer les pratiques professionnelles et notamment cette gestion des risques. Deuxièmement, c'est le maintien et l'actualisation des compétences. Donc, on voit déjà que dans la tête du législateur, en 2009, le mot compétence était déjà très, très important. Et enfin, la prise en compte des priorités de santé publique. Donc, le développement professionnel continu est géré par l'Agence nationale du DPC et toutes les modalités de prise en charge et les plafonds varient selon les professionnels et vous pouvez directement aller sur le site national pour connaître les prises en charge. Alors, ce qu'il faut savoir également au niveau de la formation professionnelle, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire, c'est qu'on peut aussi, en fonction de sa qualité, prétendre également à d'autres aides et accompagnements. C'est notamment le cas si vous êtes demandeur d'emploi. Il y a une aide qui est mobilisable à la formation qui s'appelle l'AIF, aide individuelle à la formation, qui peuvent permettre de prendre en charge une partie ou la totalité de la formation. Il faut vraiment faire valider votre projet auprès de votre conseiller et le conseiller pourra valider ce projet en fonction de différentes perspectives, le contenu, la cohérence de votre projet, du profil et de la formation, le coût pédagogique. De la même façon, si vous êtes reconnu comme étant travailleur handicapé, vous pouvez aussi prétendre à une aide qui est gérée par l'AGEFIP. Pour ces 2 accompagnements-là, bien évidemment, je vous conseille d'aller directement auprès de vos référents afin qu'ils puissent vous aider à constituer des dossiers. Et enfin, dernière chose, dans les compétences, en tout cas attribuées aux régions, et là je prends notamment notre région à nous, Occitanie, les régions peuvent aussi prendre en charge des formations et le site internet dédié pour la région Occitanie est meformerenrégion.fr. Alors justement, Christophe, on parle beaucoup de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son fonctionnement et son financement surtout? Alors déjà, je vais rassurer nos participants, je ne vais pas détailler le schéma. Ce n'est pas possible. D'abord, ce serait impossible. Et nous qui sommes les professions, nous passons beaucoup de temps dessus et on ne comprend pas tout. Mais ce qu'il faut retenir de ce schéma, principalement pour nos participants, quelques petits éléments. Déjà, il faut savoir qu'il faut distinguer 2 canaux très importants de collecte. La FPC, qui est la formation professionnelle continue, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la TEAS, donc c'est la taxe d'apprentissage historiquement, donc qui finance la formation initiale par l'alternance. En fait, c'est l'apprentissage et les contrats pro. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus.
Sachez qu'aujourd'hui, la collecte est opérée par l'URSSAF. Alors ça, c'est la grande révolution, hein. Ça y est, c'est officiel. L'URSSAF collecte désormais les fonds de formation. C'était le rôle historiquement des OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, hein. C'était bien leur rôle. Ils ont perdu le rôle de la collecte, mais ça, mon collègue de l'OPCOP le dira bien mieux que moi. Donc l'URSSAF collecte ces fonds-là et les donne, les confie à France Compétences. Parenthèse ici, France Compétences, qui est le vaisseau amiral, hein, de cette réforme, qui, comme son nom l'indique, est centré sur les compétences. C'est l'arme étatique et gouvernementale pour piloter la formation. Et donc, France Compétences a pour mission de répartir ces fonds. 2 canaux. Alors, je vais aller très, très vite. À gauche, c'est le financement du plan d'investissement dans les compétences. En fait, ça finance le plan de développement de formation des chômeurs. Ça ne nous concerne pas ici. Et l'autre canal, donc, que l'on appelle le solde, enfin, ce qui reste, c'est en dit long, c'est ce qui est là pour financer la formation des personnes en activité aujourd'hui. Et donc, vous voyez, hein, il y a plusieurs fonds. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez le CEP, Conseil d'évolution professionnelle, le CPF de transition pro, quand on change de métier, le CPF, j'y reviendrai rapidement, l'alternance, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, et une partie à droite, plan des TPE-PME, qui concerne toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ont un fonds mutualisé pour développer leurs compétences. Mais sachez que voilà, aujourd'hui, le CPF principalement, je vais vraiment m'arrêter là-dessus, et sur un autre élément à droite après, le CPF a pour vocation d'accompagner les individus individuellement parce que les professionnels libéraux aujourd'hui ont un compte CPF comme n'importe quelle personne, on y reviendra tout à l'heure, qui est donc piloté par la Caisse des dépôts. Si tu peux revenir juste un petit peu en arrière pour que je fasse un petit focus, et complètement à droite, donc le plan des TPE-PME est piloté par les OPCO, dont notre ami ici présent de l'OPCO-EP, mais aussi, il faut savoir que les fonds de formation font partie de cette grande famille-là, en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette diapositive. Vous voyez, on peut en faire un digest rapide. Justement, merci Christophe de l'avoir rendu beaucoup plus digeste, ce schéma-là, qui permet vraiment de bien comprendre. Et je trouve que c'est intéressant de bien comprendre qu'en effet, il y a une collecte et ensuite, il y a différentes possibilités de prise en charge des formations et de comprendre un peu ce dispatch. Alors justement, tu vas nous en dire un petit peu plus sur le CPF? Je vais essayer en tout cas. Alors, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Il a été créé en 2014 par la réforme qui avait été pilotée par Myriam El Khomri à l'époque, qui a pour vocation de remplacer le DIF. D'ailleurs, j'attire l'attention de nos participants sur une campagne à l'heure actuelle. Je crois qu'on y revient, Maël, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc, on en parlera tout à l'heure. Donc, le CPF, c'est un compte personnel de formation qu'il faut activer via l'application moncompteformation.gouv.fr ou l'application Mon Compte Formation. Quand vous aurez enlevé tous anti-Covid, vous pourrez utiliser l'application Mon Compte Formation. Donc, on y va là, hein, et qui vous donne en fait un volume, une somme qui vous est dédiée pour piloter ou en tout cas pour cofinancer votre formation. Alors, ce n'est pas de l'argent qui vous est dû. Hein, si vous ne l'utilisez pas, vous n'y avez pas droit. En revanche, c'est un fonds qui est mutualisé via ce qu'on a vu dans le schéma précédent pour vous aider à vous accompagner dans votre projet de formation si vous avez envie de vous former. Donc, vous êtes alimenté à hauteur de 500 € par an sur une durée arrêtée à 6 ans, sauf erreur de ma part. C'est plafonné donc à, je ne sais plus, 5 000. Donc, je dis une bêtise, c'est 10 ans. Donc, c'est 5 000 €. Et cette formation, ces fonds-là, vous pouvez les utiliser sur des formations qui sont identifiées par France Compétences comme finançables par le CPF. Il y a 2 canaux. Des formations qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Notre ami de l'OPCOP tout à l'heure, M. Mazal, l'a évoqué. Ce sont les certifications pro, mais on ne va pas s'attarder dessus parce que vous êtes assez peu concernés. Et l'autre canal qui est le répertoire spécifique, donc, qui enregistre des formations. Et la particularité de toutes ces formations, c'est qu'elles délivrent un titre ou une certification, ou en tout cas, pas un diplôme, en tout cas un titre qui permet de dire vous avez bien fini cette formation et nous avons évalué vos compétences à la fin de cette formation. Difficile de faire synthétique sur ce point. Super. Alors, justement, donc on vous a fait aussi une impression d'écran pour vous montrer le compte CPF. Hein, et je souligne aussi le site web qui est très facile d'accès sur moncompteformation.gouv.fr. Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cet ancien DIF? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Oui, alors le DIF, droit individuel à la formation, qui avait été instauré en 2004, à la réforme de 2004, tous les 5 ans, je vous disais tout à l'heure, 2004, 2009, 2014, les réformes. Donc en 2004, le DIF a été imposé.
et donner à tous les salariés, c'est important de faire la distinction, le droit individuel à la formation. Et puis après, ça a été étendu à tout le monde. C'était un nombre d'heures qui était dispensé pour les salariés et pour les personnes pour pouvoir suivre des formations bien spécifiques. En fait, le DIF, on pouvait l'utiliser pour plein d'éléments. Le DIF a été assez peu utilisé au final au début, puis avec un gros succès vers la fin de sa carrière. Il a été décidé de le remplacer en 2014 par le CPF progressivement. La grande différence, c'est qu'avec le DIF, on avait un volume d'heures. Avec le CPF, il est monétisé. C'est une somme d'argent qui nous est attribuée si on déclenche un projet formation. Et donc, le CPF remplace progressivement le DIF et le DIF va s'éteindre au 30 juin de cette année. Donc, c'est dans quelques jours là. Et pour cela, il faut impérativement que tous les détenteurs d'un compte DIF aillent voir si nos amis ici présents ont un bulletin de salaire en 2014, fin 2014 ou début 2015. Normalement, ils doivent avoir un solde d'heures qui doivent basculer sur leur compte CPF et ça leur donne une somme supplémentaire de droit à la formation. Parce que le DIF va disparaître définitivement. Super, merci, merci Christophe. Alors, est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus aussi sur toutes les arnaques qu'il y a en ce moment sur l'utilisation du DIF et de la formation professionnelle? On entend beaucoup de choses. Oui. Quel est le conseil que tu pourrais donner à tous les participants? 100% des formations dont on vous envoie, pour lesquelles on vous envoie des messages par mail ou par SMS ou par WhatsApp ou par Snap sont des arnaques. Il faut être très clair là-dessus. Vous ne pouvez utiliser votre CPF que sur une liste de formations bien définie qui sont sur mon compte formation. Voilà, c'est aussi simple que ça. En plus, l'autre arnaque qui est très courante aujourd'hui, parce que le CPF est très accessible, pour y rentrer, il faut juste intégrer son numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est le danger. Si quelqu'un vous sollicite pour vous demander votre numéro de sécurité sociale et vous aider à vous inscrire dans une formation, c'est une arnaque. Il n'y a que vous qui pouvez rentrer dans votre compte formation. Dites-le tout le temps. Il y a une campagne qui est un petit peu timorée aujourd'hui du gouvernement. Je trouve, malheureusement, ce n'est pas la priorité, on peut comprendre, hein, vu le contexte actuel, mais de protection et des utilisateurs. Il n'y a que vous qui pouvez rentrer sur mon compte formation. N'allez jamais confier votre code de numéro de sécurité sociale à quelqu'un d'autre qu'un médecin, Amélie ou votre mutuelle éventuellement. Voilà, surtout. J'insiste beaucoup là-dessus. Merci beaucoup Christophe. Donc, on te retrouvera tout à l'heure aussi dans ce webinaire. On va partir maintenant sur le volet vraiment du financement de la formation professionnelle et je vais laisser la parole à Christelle Maléjac pour pouvoir vous en parler. Je ne peux pas couper mon son. Alors, on règle juste… Je pense que ton micro, Maëlle, est mieux pour Christelle. On relance ton son et ton micro. Ah, moi, je mets pas. Pardon, les joies de la technologie. Monsieur Massa, vous allez bien nous expliquer ce qu'il faut faire. Bon, attendez, on revient. C'est tout bon, on est là. Donc, pardon. Du coup, je reprends la suite sur le financement de la formation. Donc, Maëlle vous a expliqué tout à l'heure qu'il y avait des fonds de formation. Hein. Donc, c'est vrai que nous, le fonds principal des professionnels libéraux est le FIFPL. Donc, les professionnels libéraux cotisent à la formation professionnelle. Et avec cette cotisation, en fait, ils ont des droits de prise en charge. Et principalement pour les professionnels libéraux, il s'agira du FIFPL. Le FIFPL consacre donc deux budgets. Le budget individuel, qui est donc lié aux formations cœur de métier, et un budget collectif qui va être sur des formations transversales pour le développement de votre entreprise. Et là, du coup, c'est les formations que dispensent les ORIF en France. Donc, au niveau du budget individuel,
nous allons voir comment, en fait, vous pouvez faire financer vos formations cœur de métier. Donc là, c'est le FIFPL qui va déterminer les formations, qui va déterminer si elles sont prioritaires ou non, et après le plafond de prise en charge que vous avez le droit par an. Pour bénéficier de cette prise en charge, il faudra créer votre espace sur le site du FIFPL, où vous pourrez du coup faire la prise en charge. Pour cela, il faudra notamment vous armer de votre attestation URSSAF, puisque vous l'avez vu avec Christophe, hein, c'est l'URSSAF qui récupère vos cotisations. Et cette attestation, donc, on va vous mettre le modèle donc, qui ressemble à ça. Elle est téléchargeable, donc on vous a remis les liens pour les micro-entrepreneurs sur le site de l'auto-entreprise.ursaf.fr. Donc là, pour les micro-entrepreneurs, c'est la cotisation que vous payez soit par mois, soit par trimestre à 0,20%. Et après, pour les personnes au régime réel, c'est directement sur mon compte URSSAF, donc dans votre espace, vous allez dans la partie attestation et c'est une attestation à télécharger chaque année. Là, les personnes au régime réel cotisent au mois de novembre pour un montant de 103 €. Alors, je me permets juste d'en profiter tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous avais dit de la connaissance de votre fonds de formation. Justement, sur ce modèle d'attestation, c'est ainsi que c'est écrit le fonds de formation auquel voilà, vous pouvez dépendre. Alors, Christelle, comment on fait concrètement? Oui, donc concrètement, vous voulez vous faire prendre en charge une formation donc, cœur de métier. Vous allez vous rendre sur le site. Donc, il faut toujours un peu anticiper en amont de la formation de le faire au plus tôt. Et puis, du coup, il faudra, donc l'une des pièces qui vous demanderont sur le site, ça sera évidemment cette attestation URSSAF, plus tous les organismes de formation doivent vous fournir un devis, doivent vous fournir une convention, le programme et du coup, le RIB. Du coup, au niveau de la prise en charge sur le site, donc là, on vous a mis la petite image. Ils ont fait un petit tutoriel aussi pour créer votre espace adhérent du FIFPL. Donc ça aussi, il faut anticiper si vous voulez faire des formations. Nous, on conseille directement quand les personnes ont créé, de le créer. C'est un peu comme le compte sur ça. Comme ça, vous avez déjà vos identifiants. Car le jour où vous allez vouloir, en tout cas, vous lancer, sinon, il faudra un petit délai, le temps qu'ils vous envoient les codes d'accès, des choses comme ça. Donc, le faire un peu en avance. Et du coup, au niveau de la procédure, vous allez ressaisir sur le site l'ensemble des documents. Et on vous a mis un petit exemple du coup. Ça, c'était, voilà. On vous a mis l'exemple d'un traducteur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le FIFPL va déterminer les formations. Donc là, on le voit, il y a les langues, il y a les outils qu'on peut utiliser quand on est traducteur, des choses vraiment liées à votre activité. Donc, pour les traducteurs, on voit que le plafond est de 1 200 € avec une prise en charge de 300 € par jour. Après, vous avez également auprès du FIFPL des fonds spécifiques si vous voulez faire des VAE ou des bilans de compétences. Là aussi, le FIFPL peut faire une prise en charge. Donc, en fait, ce que tu nous expliques, Christelle, c'est qu'on peut aller sur le site du FIFPL avec justement son code APE, télécharger notre fiche pour connaître justement les plafonds de prise en charge, les thèmes prioritaires et non prioritaires. C'est ça, ça sera par code APE. Donc là, ça sera vraiment en fonction de ce que vous avez déclaré à l'URSSAF. On a eu le cas dernièrement d'une personne qui était polyactive, donc il y a plusieurs activités. Il faudra faire attention au code APE, donc les formations prioritaires dépendent de votre code APE et du coup de votre activité principale. Si là, vous êtes traducteur et consultant, les formations prioritaires pour les consultants ne seront pas forcément prises en charge puisque c'est votre activité secondaire. D'accord. Voilà. Et donc, pour résumer, c'est moi, en tant qu'indépendant, qui dois faire la démarche auprès du FIFPL pour avoir la possibilité ou la susceptibilité d'une prise en charge de ma formation directement sur le site avec le tutoriel. Totalement. Super. Alors, justement, on va se poser la question, pourquoi se former? Alors, premièrement, et je vais un petit peu appuyer sur ce premier argument, c'est ce qu'on appelle la multicasquette du chef d'entreprise. Le fait d'être indépendant, bien évidemment, on vous demande d'être compétent dans votre cœur de métier,
Ça ce n'est pas l'objectif des ORIP, on le verra tout à l'heure. Par contre, on va vous demander en effet de pouvoir gérer votre administratif, de pouvoir gérer aussi les dépenses, les achats que vous allez effectuer, donc faire un petit peu de comptabilité. On va vous demander également d'être présent sur les réseaux sociaux, de gérer votre communication digitale. Et bien évidemment, le fait de se former va vous permettre d'avoir beaucoup de connaissances sur ces différentes thématiques. Et c'est vraiment le rôle de l'ORIF, on le verra tout à l'heure. Mais je vais laisser un petit peu Axel vous présenter d'autres arguments sur la formation professionnelle. Bon, effectivement, donc le premier argument, c'est vraiment d'augmenter ses compétences. Hein, on l'a dit, Christophe l'a dit, Maël l'a redit, sur des compétences très transverses, autant sur du cœur d'activité que sur la multicasquette de chef d'entreprise. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facettes. Hein, déjà aussi rencontrer d'autres professionnels. Ça va permettre de faire le point d'où est-ce qu'on est, de mettre à plat notre activité, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, et de pouvoir se projeter à l'avenir sur le court, moyen et long terme. On va évidemment rester compétitif parce que les enjeux sont de plus en plus importants aujourd'hui. Évidemment, il y a des formations qui sont essentielles et il faut se renouveler quotidiennement, enfin en tout cas annuellement, notamment sur le digital. Hein, la compétition est de plus en plus intense à ce niveau-là et les recherches se font de plus en plus. Mais après, c'est M. Maza qui nous en expliquera aussi sur le numérique tout à l'heure. Acquérir des savoir-être, savoir-faire, très important, la relation client dans tous les domaines d'activité, hein, notamment même quand on est à son propre compte. Et aussi, il y a le savoir-faire. Ça va plus concerner les consultants, les formateurs et aussi les managers hein, qui emploient certains salariés. Et enfin, on a aussi entretenir son cerveau, la flexibilité de son cerveau. Et ça, c'est une notion qu'on a peut-être tendance à oublier parce que le cerveau est un muscle qu'il faut entraîner, qu'il faut entretenir. Et donc, on va pouvoir augmenter sa créativité, se renouveler et tout simplement aller un peu plus loin que notre formation initiale. La formation, c'est un investissement et ça, la direction générale des finances publiques l'a très bien compris et a mis en place le crédit à l'impôt pour tous les dirigeants et chefs d'entreprise. Donc, celle-là, elle concerne les formations de votre activité professionnelle sur des déductions qui sont directement faites sur l'impôt sur le revenu. On a en bas l'exemple de Charlotte qui a fait 14 heures de formation et qui pourra donc déduire 142,10 € de sa formation professionnelle. Cette déduction horaire, elle se fait par rapport au taux horaire du SMIC. Donc, en 2021, elle est de 10,15 € de l'heure. Et vraiment, ça a été une volonté de la DGFiP de se dire que le temps consacré à se former, pour un entrepreneur, c'est une perte de chiffre d'affaires, fatalement. Et du coup, de compenser ce chiffre d'affaires d'un moyen. Et du coup, c'est le crédit d'impôt. Donc, ce crédit d'impôt concerne tous les chefs d'entreprise, excepté ceux au régime de la micro-entreprise. Dernière petite chose à savoir, je passe, c'est que merci. Le crédit d'impôt, il y a un plafond de 40 heures maximum par année civile à faire. Et cette fois-ci, on peut passer à la slide suivante. C'est que la formation, il faut savoir que c'est un investissement. Tous les organismes de formation vous aident à choisir vos formations, vous aident dans vos différents besoins. Et comme Christophe, c'est Christophe qui a ajouté cette phrase, je peux peut-être lui laisser expliquer un peu plus. Ne vous formez pas parce que vous avez des aides, mais pour accroître votre vivacité intellectuelle. Comme tu le dis souvent, Axel, le cerveau est un muscle, donc il faut l'entretenir. Et de par justement les formations et l'augmentation des compétences, on va entretenir notre cerveau. Et Christophe, sur le petit mot de fin. Ah oui, cette fameuse phrase « ne vous formez pas parce que vous avez des aides », ça c'est mon mantra depuis longtemps. On a une habitude qui est très française. J'ai une aide, pourquoi je ne vais pas en profiter? Donc j'y vais. Comme j'ai des sous ou des heures, je vais les utiliser. À quoi? Peu importe, du moment que je l'utilise. En fait, c'est vraiment le meilleur moyen de mal utiliser son droit à la formation et son obligation de formation parce qu'en fait, on n'y met pas ce dont on a réellement besoin derrière. Une formation, c'est un investissement de temps, intellectuel, mais aussi un investissement aussi
pour l'avenir, en investissement, ça doit rapporter, et ça doit rapporter de la connaissance, des richesses individuelles, du réseau. Vous l'avez très, très bien écrit tout à l'heure, hein, et Axel a bien insisté là-dessus, c'est vraiment ça. Mais c'est surtout qu'il faut que la formation soit un réflexe. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas manager, par exemple. Ce n'est pas inné, le management, par exemple. Ça, c'est très important. Et par ailleurs, c'est quand même aussi, alors là, je vais faire un peu celui qui va un petit peu briser l'ambiance, mais c'était aussi la volonté très forte du réformateur pour 2018, c'est de sortir de ce schéma, parce que la formation, quand même, a toujours été considérée en France depuis très longtemps comme un droit qui est cofinancé et qui est financé. Et en fait, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre de cette réforme, pardon, c'est de rendre l'individu responsable de son parcours professionnel, de son parcours pédagogique. Et donc, pour ça, l'autonomiser, en fait. Et c'est pour ça que la réforme qui est actuellement en cours va dans ce sens-là, et demain va être encore plus fort dans ce sens-là, puisqu'il est clairement établi que les entreprises, les grosses entreprises en tout cas, devront acheter de la formation comme elles achètent n'importe quelle prestation, sans passer malheureusement par les opérateurs de compétences. Malheureusement ou heureusement, c'est un débat qui n'est pas le lieu d'être aujourd'hui, mais donc, disons, il faut se le dire, c'est le sens de l'histoire. Super, merci Christophe. Alors justement, sur cette partie de la formation, quelque chose qui est très spécifique à notre secteur d'activité pour les professions libérales, c'est la mise en place du budget collectif. Alors, je te laisse faire un petit peu l'introduction avant de passer la parole à Christelle pour que tu puisses peut-être un peu nous expliquer le rôle de l'UNAPL, de l'ensemble des ORIF et notamment du FIFPL. Alors, l'UNAPL, hein, c'est l'organe qui défend les intérêts des professionnels libéraux au niveau national et avec des antennes au niveau régional et départemental, vous le savez très bien. Donc, l'UNAPL a pour vocation de réunir les organisations membres. Nous n'avons pas d'adhérents individuels à l'UNAPL, hein, ce sont que des organisations membres. Vous avez un métier, vous, professionnel libéral, vous êtes adhérent à votre syndicat et c'est votre syndicat qui est adhérent de l'UNAPL. Et donc, à ce titre, comme tout syndicat professionnel, un de ses piliers, il y en a trois, hein, souvent, c'est le dialogue social, la représentation territoriale et la formation professionnelle. Ça, c'est historique, hein, en France. Un des trois piliers d'un syndicat, c'est la formation professionnelle. Et donc, l'UNAPL a pour vocation et pour projet, et c'est même notre grand axe en 2021, et ça va être le prochain en 2022, de vraiment appuyer sur la formation professionnelle des professionnels libéraux. J'insiste bien sur les formations transverses. Et donc, pour cela, l'UNAPL s'est doté de deux appareils centraux. Donc, le réseau des ORIF, dont le vôtre est un très beau défenseur, et le réseau des ORIF qui est coordonné par l'ONIF, en fait, tout simplement N pour national et R pour régional, hein, c'est aussi simple que ça, dont j'ai le plaisir de coordonner l'action avec vous tous ici présents pour pouvoir proposer à nos professionnels libéraux les bonnes formations. Et ce réseau des ORIF est soutenu financièrement par notre fonds d'assurance formation, le FAF, que tu évoquais tout à l'heure, Maël, qui est le FIFPL. Et donc, le FIFPL a été effectivement créé par l'UNAPL historiquement. Alors, en plus, il faut savoir qu'il y a un décret, mais ça, je crois que tu connais mieux la date que moi, qui nous a imposé, qui a écrit dans l'étape de la loi la création des ORIF et de l'ONIF. Mais je te laisse le plaisir de le dire parce que je ne m'en rappelle jamais. C'est 1997. Voilà, mais je crois. C'est la circulaire qui a permis la création des ORIF par justement le manquement de soutien de l'information et des formations des professionnels libéraux. Alors justement, Christelle, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce budget collectif qui est peu connu, voire même méconnu, on ne connaît pas, et ça offre droit à quoi aux professionnels libéraux? Sous-utilisé, si je peux me permettre. Pardon? Et sous-utilisé, du coup. Ah. Tout à fait, bien sûr. Oui, du coup, donc on a vu la partie du budget individuel tout à l'heure. Il y a un autre budget qui n'impute pas sur, en tout cas, votre budget individuel, c'est le budget collectif. Le budget collectif, c'est ce que Christophe a expliqué, c'est un budget dédié aux ORIF du coup en France. Là, le but, c'est vraiment de vous former à vos compétences de chef d'entreprise, parce que quand on a en tout cas une entreprise, on a deux casquettes, on a l'activité qu'on fait. Donc, tout à l'heure, on avait l'exemple du traducteur, mais on a aussi la casquette du chef d'entreprise. Et du coup, on doit développer aussi ses compétences de chef d'entreprise. Donc, nous, on a développé toute notre offre, en tout cas sur le développement de l'accompagnement, de la création jusqu'au développement de votre activité. Pour cela, le budget collectif vous permet d'avoir 2 jours par an
sur donc notre rosace que nous voyons ici de compétences. Nous, on a repris un peu toutes les compétences essentielles à un chef d'entreprise, hein, l'administratif, le comptable, le digital, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, tout ce qui est bureautique, l'efficacité personnelle et vu que c'est aussi la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, en tout cas, pour nous s'inscrire à nos formations, hein, vous allez directement sur notre site internet. Donc là, oui, il faut rechercher votre besoin parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On est là aussi pour vous accompagner à cerner le besoin que vous avez en tant que chef d'entreprise. Et on a toute cette possibilité-là de s'inscrire via notre site internet. Et du coup, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, hein, on accompagne l'aide à l'installation aussi avec ce budget. Et là, les créateurs d'entreprises, d'activités de profession libérale ont droit jusqu'à 5 jours de formation par an. Voilà. Super, merci Christelle. Alors, comment fait-on concrètement? Peut-être Axel, tu pourrais nous dire comment on fait concrètement pour s'inscrire. C'est très simple, assez rapide. Donc si, comme l'a dit Christelle, on est la semaine de qualité de vie au travail. Donc moi, j'ai envie de m'inscrire à une formation qui est méditation et c'est bien fait. Donc tout simplement sur le site de l'ORIF, soit sur l'agenda, soit directement via les compétences transverses qu'on propose, s'inscrire à la formation. On appuie sur le petit bouton s'inscrire qui va nous amener une page à remplir de formulaires. Donc on donne toutes les informations de l'entreprise pour s'inscrire. Et ensuite, nous, on va recevoir toutes ces informations. On aura juste, enfin, vous qui vous êtes inscrits, vous aurez juste à l'inscrire sur votre agenda et voilà, ce sera tout simplement fait. Ok. Donc, pour conclure, Christelle, si j'ai bien compris, moi, je suis professionnelle libérale. J'ai envie de faire une formation prise en charge directement par le FIFPL et au niveau de l'ORIF. Je dois juste m'inscrire à une formation et en fait, c'est vous qui faites toutes les démarches. Je n'ai pas de démarche complémentaire à faire? C'est ça. En fait, à la différence du budget individuel qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est l'ORIF qui s'occupe de la prise en charge directement auprès du FIF. Donc, comme pour le budget individuel, par contre, il nous faut votre attestation URSSAF de contribution à la formation. Et c'est le seul document qui vous sera demandé pour suivre nos formations. Voilà. Super, merci. Donc, nous allons passer par la partie conclusion avant de laisser la parole, évidemment, à Monsieur Maza qui va venir intervenir pour vous donner encore plus de connaissances sur ce sujet. Juste pour nous rappeler nos coordonnées et nos services, Axel, si tu peux, qu'est-ce qu'on fait réellement à l'ORIF? Oui, on n'a pas que la formation à l'ORIF, hein. On a beaucoup de permanences, soit avec l'URSSAF, soit avec nos partenaires. On essaie de se diversifier hein, avec le club ORIF pour animer un peu plus que les formations et accompagner davantage tous les professionnels libéraux. On fait de l'information, aussi bien évidemment par téléphone et en présentiel. Et je reviens sur ces formations, toutes ces formations d'entreprise, bien évidemment. Et évidemment, au-delà de ces jours d'entreprise, on ne l'a peut-être pas précisé, mais il y a des financements qui sont possibles. Bon, c'est un peu une autre logique, mais voilà, sachez qu'il est possible de faire plus que ces jours de formation, notamment avec des catalogues en illimité et un financement voilà, pour une ou deux autres formations. Voilà, et je tiens à préciser que c'est vraiment une réelle chance pour le professionnel libéral hein, d'avoir ce budget collectif et j'en profite justement pour remercier les équipes de l'UNAPL et du FIFPL de permettre ce système de financement aux professionnels libéraux. Ce n'est pas tous les indépendants qui ont cette chance-là de pouvoir voilà, poursuivre des formations qui sont transversales au sein d'un réseau de l'ensemble des professions libérales sur des compétences transversales. Donc, je vous laisse aussi voilà, nos coordonnées où vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, en physique sur nos lieux à Montpellier, Nîmes et Perpignan et aussi les coordonnées de Christophe pour sa partie. Et donc, je vais arrêter mon PowerPoint et je vais laisser la main à Philippe Maza pour présenter sa partie. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas toujours par l'onglet « Discussion ». Donc, Monsieur Maza, je vous laisse faire votre écran partagé. Je vais commencer par des propos introductifs. D'abord, vous dire que je suis très heureux d'être avec vous parce que c'est une première. Donc, c'est la première fois qu'on intervient devant les professions libérales et j'en suis très, très, très heureux. Donc, on se découvre. On n'a pas de grosses habitudes de travail ensemble et c'est vrai que moi, je vais vous présenter d'autres choses, mais c'est une première rencontre. J'espère qu'il y en aura des tas d'autres derrière parce qu'il faut qu'on apprenne
à mieux se connaître et que du coup, nous, on soit en capacité de vous proposer des choses qui vous intéressent et qui vous concernent. Donc, il y a Arnaud Boideron également qui doit être présent autour de l'écran. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il se présente. Voilà, Arnaud Boideron, qui est donc le délégué départemental de l'Hérault et du Gard. Donc, pour les professions libérales qui sont sur l'Hérault et le Gard, c'est Arnaud Boideron, le patron. Voilà. Nous, on va vous présenter donc l'OPCO EP. Donc, ça concerne évidemment le financement des actions de formation des salariés des professions libérales. Juste quand même, je reviens sur ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. J'ai trouvé ça absolument remarquable. Vous avez une capacité à simplifier les choses qui sont quand même loin d'être simples. Bravo aux différents intervenants parce que effectivement, c'était quand même très très clair. Je reviens sur 2-3 points qui ont été évoqués. D'abord, encore une fois, nous, on intervient sur le financement de la formation des salariés. Si vous avez bien vu le tableau tout à l'heure sur les financements qui sont octroyés pour la prise en charge des formations du plan de développement des compétences, c'est entre 4 et 30 %. 4 et 30 %, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup, 30 % ou pas beaucoup, 4 %. Donc, ça veut dire que sur la capacité à financer les actions de formation, l'écart est très grand. Voilà, donc ça, c'est un des sujets de la réforme. Concernant l'objet de la réforme, ça a été dit et très, très bien dit, sur l'individu acteur de son parcours de formation, son parcours professionnel. C'est un sujet qui est extrêmement important. Le CPF a été créé pour ça. N'importe quel individu peut effectivement se payer une formation à partir du moment où il a un budget de 5 000 € et n'importe quel salarié aussi, sans demander l'avis de l'entreprise, peut également se payer une formation dans la mesure où il a envie d'évoluer. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. L'individu acteur de son parcours de formation. Mais comme l'individu devient acheteur de formation, eh bien, c'est pour ça que Calliope, etc., a été mis en place parce que le législateur voulait s'assurer effectivement qu'un individu, quel qu'il soit, éclairé ou pas éclairé, allait effectivement trouver une offre de formation de qualité. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir, donc c'est très important. Et puis, pour ce qui concerne la formation, alors, pour vous, profession libérale, mais pour vous, salariés également, ça a été dit, très bien dit, mais effectivement, là, aujourd'hui, on voit bien que c'est un enjeu stratégique qui est extrêmement important, l'investissement en formation. On est tous impactés, quel que soit le secteur d'activité, par des mutations technologiques. Hein. On va parler du numérique tout à l'heure, des mutations environnementales, l'impact du Covid, là, récemment, qui aurait pu le prévoir. Bref, en tant que dirigeant d'entreprise pour vous et pour vos salariés, vous devez évidemment créer les conditions de l'agilité, les conditions pour pouvoir rebondir et faire face justement à ces différentes mutations qui touchent toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui ne soit pas touchée aujourd'hui. Il faut qu'on s'adapte à son environnement. Et le sujet de la formation professionnelle, il est là. Il faut augmenter les compétences, évidemment. On l'a dit, augmenter les savoir-être, augmenter les formations techniques aussi de ses collaborateurs. Mais c'est l'enjeu d'adaptation par rapport à un environnement qui évolue en permanence. Se former, c'est juste être capable de s'adapter. Voilà. Voilà en quelques mots des propos introductifs. Et dernier petit mot peut-être sur les raisons de ma présence ici. Je suis allé voir sur l'Observatoire des métiers des professions libérales. Donc, quand on pense profession libérale, évidemment, on imagine quelqu'un de seul. Alors, les chiffres à 2018, alors, vous êtes majoritairement sur des structures de 1 à 2 salariés, puisqu'on a à peu près 60 % des professions libérales qui ont entre 1 et 2 salariés. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a 40 % des professions libérales qui ont plus de 3 salariés et on en a quand même pratiquement 5 % qui ont plus de 10 salariés. Et quand on est déjà sur du plus de 10 salariés, on voit qu'on est sur une PME qui se construit et les statistiques montrent qu'en l'espace de 10 ans, c'est une augmentation de 21 % des structures qui ont plus de 10 salariés. Donc, quand on gère une PME, effectivement, la question du développement des compétences de ses collaborateurs pour tout ce qu'on a dit précédemment est évidemment important. Pour ce qui concerne les professions libérales, et c'est dit dans l'Observatoire des métiers, il y a un sujet qui pour vous est important, c'est ce qu'ils appellent la formation non formelle. Vous êtes des structures apprenantes. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes en capacité également de faire évoluer vos collaborateurs. Et ça, c'est un sujet qui est important. Il y a des organismes de formation, le RIFPL
qui évidemment est là pour vous proposer des formations. Et il y a le sujet également de vos structures comme entreprise apprenante qu'on pourra éventuellement aborder, mais certainement pas aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter du coup qui nous sommes. Alors, est-ce que tout le monde me voit? C'est tout bon. Ah ben, on y va alors. Voilà. L'OPCO EP. Alors oui, l'OPCO des entreprises de proximité. Toutes les professions libérales ne sont pas à l'OPCO EP. En France, on aime bien faire compliqué, donc ça veut dire que certaines professions libérales se retrouvent dans d'autres OPCO. J'ai Atlas à l'esprit, mais il y en a peut-être d'autres. Donc, je le préciserai tout à l'heure, quelles branches professionnelles sont rattachées à l'OPCO des entreprises de proximité. Aujourd'hui, c'est 54 branches qui constituent l'OPCO des entreprises de proximité, 3 gros pavés, l'artisanat, les professions libérales et toutes les entreprises de proximité. On a un OPCO qui gère donc 402 000 entreprises au plan national. C'est 33 000, 34 000 en Occitanie. Et c'est quand même très majoritairement, vous le voyez, 399 000 entreprises de moins de 50 salariés. Donc, notre sujet, c'est vraiment la TPE, c'est vraiment la PME. 3,5 millions de salariés sont couverts chez nous. 81% font partie également d'entreprises de moins de 50 salariés. Et un des sujets de la réforme qui n'a pas tellement été évoqué, mais c'est normal, ce n'était pas le sujet non plus, c'est la réforme de la formation professionnelle, la dernière, en tout cas de 2018, avait pour vocation d'augmenter, de développer l'alternance au sens large et l'apprentissage plus particulièrement. Et pour ce qui concerne l'OPCO-EP, donc c'est 124 000 contrats en alternance qui ont été gérés sur 2020, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pèse à peu près 20% de l'alternance au plan national. Donc, si vous avez des sujets de recrutement d'alternance, sachez que vous avez le bon interlocuteur. Donc, les 54 branches, évidemment, je ne vais pas toutes vous les citer. Mais pour les professions libérales, donc au sein de l'OPCO-EP, il y a 13 branches réglementées, un gros bloc juridique avec les administrateurs et mandataires judiciaires, les cabinets d'avocats, évidemment, commissaires-priseurs, études d'huissiers de justice, offices notariaux, greffe de tribunaux de commerce, un bloc santé, pharmacie d'officine, cabinet dentaire, cabinet médicaux, laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier, cabinet clinique vétérinaire et enfin, entreprises d'architecture et les cabinets entreprises d'expertise en automobile. Donc ça, c'est les branches professionnelles qui sont gérées chez nous, en ce qui concerne les professions libérales. L'OPCO des entreprises de proximité, c'est un service de proximité. Si vous avez des questions, sachez que nous sommes présents sur tout le territoire de l'Occitanie. J'enverrai la présentation, donc vous aurez évidemment les noms des collaborateurs qui sont sur le terrain, avec évidemment des conseillers qui sont là pour accompagner le dirigeant d'entreprise dans toutes ses réflexions. Alors, réflexion quand il pense développement des compétences de ses collaborateurs, donc faire le point avec le dirigeant d'entreprise pour justement trouver les meilleures solutions de financement pour pouvoir développer les compétences de ses collaborateurs. Et puis l'autre pan que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, qui est celui du recrutement. Vous avez parlé de Pôle emploi. À 16h30, je suis avec le directeur régional de Pôle emploi. On est un interlocuteur au quotidien avec Pôle emploi. Et si vous avez des difficultés de recrutement, sachez qu'on travaille avec eux vraiment au quotidien et on a des dispositifs en tout cas pour faciliter le recrutement des entreprises. Je ne suis pas rentré dans le détail des POEC ou des sujets comme ça, ou via l'alternance, contrat de pro et de plus en plus évidemment le contrat d'apprentissage. Bref, les conseillers que vous voyez apparaître sur l'écran sont vos interlocuteurs, soit pour la formation de vos salariés, soit si vous avez des sujets de recrutement. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, notre offre de service, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que j'ai promis de ne pas dépasser un quart d'heure. Et comme je suis un grand bavard, je peux très vite déraper. Le premier service, c'est vous offrir la possibilité de faire une demande de prise en charge de formation. Donc là, c'est une photo du site internet de l'OPCO-EP. Nous sommes, comme le disent les spécialistes, full démat, donc tout passe en dématérialisé. Donc il faut aller sur le site de l'OPCO-EP pour faire une demande de financement. Vous voyez, c'est à droite. Il suffit de cliquer là-dessus
Et en fonction de la branche professionnelle à laquelle vous êtes rattaché, ça va vous donner tous les critères de prise en charge et vous expliquer comment prendre en charge donc une formation. Encore une fois, tout ça est totalement dématérialisé et d'après les retours qu'on a, plutôt apprécié et plutôt simple. En tout cas, voilà le premier sujet quand vous voulez vous faire prendre en charge une formation pour vos salariés. Si vous avez des questions, et ça c'est important, on a un numéro unique que je vous laisse noter, mais encore une fois, vous aurez la présentation. On a toute une équipe effectivement de téléopérateurs au plan national qui sont répartis d'ailleurs sur différentes régions de France, qui sont en capacité de répondre à toutes les questions de nos entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur branche professionnelle, questions qui soient relatives soit, encore une fois, à la formation des salariés, comment je fais prendre en charge une formation, ou au recrutement via le contrat de pro ou le contrat en alternance. Donc, le site internet sur lequel vous pouvez aller ou le numéro de téléphone, évidemment, si vous voulez avoir des renseignements. Et puis, j'ai montré tout à l'heure la carte de l'Occitanie. Si vous avez besoin de conseils sur mesure, sachez que les conseillers sont vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à les solliciter, à les contacter. Si je fais très simple sur l'offre de service de l'OPCOEP, on a 4 gros pavés, hein, s'informer, former, recruter, être accompagné. Sur la notion de s'informer, je ne vais pas vous le présenter maintenant, mais sachez qu'on a un hub de l'alternance. Si vous avez des questions, des problématiques, des sujets, ou tout simplement si vous souhaitez recruter, que ce soit en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, vous pouvez aller sur le site hub de l'alternance. Ça répond à des tas de questions. Et puis, il y a des jeunes qui mettent des CV en ligne, donc vous pouvez également faire votre marché directement sur le hub de l'alternance. Il y a des webinaires réguliers qui sont mis en place justement pour différents dispositifs. Là, par exemple, en ce moment, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a le FNE, qui est un financement de l'État pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. On a des prises en charge à 100% sur des tas de formations pour les entreprises de moins de 50 salariés en tout cas. Voilà, donc là, prochainement, il y a des webinaires qui vont être lancés. Et puis, à partir du mois de juin, des webinaires sur l'alternance. On a une assistance juridique également que vous retrouvez sur le site internet et qui permet, au travers d'une foire aux questions, de répondre à des tas de sujets qui peuvent vous intéresser, des guides pratiques qui sont en ligne. Et puis, parce qu'on est un acteur du territoire, on a des événements territoriaux qui sont évidemment mis en place, que vous retrouvez également sur le site, sur l'Occitanie. Par exemple, prochainement, on va faire un forum de la mobilité professionnelle, voilà, pour justement permettre à des salariés qui ont envie ou qui réfléchissent à des mobilités professionnelles, d'avoir tous les acteurs présents pour répondre à leurs questions. Pour la question formée, évidemment, on a des formations qui sont 100% financées. On a des annuaires de formation à distance parce que la FOAD, ça existait avant. Bon, évidemment, avec la crise Covid, ça a accéléré le mouvement. Et donc, on met à disposition de nos entreprises un annuaire de formation à distance avec, en fonction des thématiques, des organismes de formation qui ont été présélectionnés. Des actions de formation collective qui sont mises en place également sur le territoire, mais je vais vous en parler un peu plus loin. Et puis, bon, bref, des tas de sujets, par exemple, comme l'entretien pro à distance, sur lequel on peut éventuellement vous former. Sur le pavé recruté, eh bien, évidemment qu'il y a l'accompagnement sur toutes les aides exceptionnelles pour l'emploi des jeunes qui sont prévues par l'État. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre du PIC, les 1 et quelques milliards qui sont mis à disposition sur le sujet, plus toutes les aides pour accompagner les entreprises pour recruter, que ce soit en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, et qui ont été renouvelés en 2021. On peut mettre les entreprises également en relation avec les CFA, parce que parfois les entreprises ne connaissent pas le CFA qui peut répondre à leurs besoins. On est en contact quotidien avec les CFA, tous les CFA de la région, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Et puis, à sujet de la préparation opérationnelle à l'emploi, où on forme des demandeurs d'emploi en fonction des besoins des entreprises. Et je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Et enfin, on a un gros pavé sur être accompagné, que je vais un peu aborder tout à l'heure. C'est toute une batterie de diagnostics ou de prestations ou d'accompagnement par des consultants en fonction de votre interrogation. Le sujet du numérique, ça peut être un sujet, le sujet de la stratégie d'entreprise, le sujet de la GPEC, toutes les questions RH qu'on peut se poser. On va lancer bientôt un sujet sur tout ce qui est économie circulaire également. Bref,
des tas de sujets qui peuvent intéresser les entreprises, dont vous faites partie évidemment. Et là, on a des consultants qui sont choisis et qui peuvent évidemment vous accompagner, vous en tant que dirigeant d'entreprise. Alors, dans les différents sujets que j'aurais pu aborder avec vous, j'ai fait un choix. J'aurais pu en faire d'autres, mais c'est en tout cas un focus sur l'offre de services numériques que l'on peut vous proposer, et en particulier en Occitanie, hein, puisque là, globalement, j'ai plutôt des professions libérales en Occitanie. Alors, je parlais tout à l'heure d'actions collectives clés en main, donc des actions clés en main, donc 100% à distance. Vous voyez, on a toute une série d'actions de formation, alors qui ne sont pas que sur le numérique, mais en tout cas, on en a quelques-unes qui sont sur le numérique. Le e-commerce, franchir le pas, le management d'équipe à distance en télétravail, ça, c'est des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, sachez que ces actions collectives sont prises en charge à 100% par le ProEP et sont 100% à distance. Donc, n'hésitez pas à faire bénéficier vos salariés de ces actions collectives. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans le numérique, vos professions, et en tout cas, c'est ce que dit l'Observatoire des métiers et des professions libérales, quelle que soit la profession, vous êtes impacté par le fait numérique. Hein, on le voit, aujourd'hui, le numérique permet peut-être de se passer de certains personnels dans certaines structures parce que les tâches sont faites maintenant par des logiciels, et on a des salariés aujourd'hui qu'il faut savoir faire évoluer. Et les faire évoluer, ça passe déjà par des formations justement sur les sujets numériques. Donc, on a par exemple ce dispositif qui est un financement qui est un sujet qui est financé par l'État en l'occurrence, qui vise à former des collaboratrices. Donc, c'est un focus très spécifique sur les femmes en entreprise. Mais j'ai cru lire dans l'Observatoire que chez vous, majoritairement, sur les premiers niveaux de qualification, nous étions sur un public féminin. Donc, ça peut vous concerner. Et donc, on a toute des prises en charge de formation certifiantes pour la plupart, que ce soit du TOSA, que ce soit du PCIE, que ce soit du CLEA numérique. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc toutes ces formations, encore une fois, certifiantes, sont prises en charge à 100%. Donc, si vous avez dans vos collaboratrices des gens que vous voulez faire évoluer, que vous voulez former sur le fait numérique parce que c'est une obligation dans le métier, eh bien, sachez que ces formations sont prises en charge à 100%. On a une deuxième action, je parlais tout à l'heure d'accompagnement par des consultants. Eh bien, on met à disposition effectivement des consultants, encore une fois, qui sont pris en charge là pour le coup à 50%. Mais quand on est une entreprise, en tout cas, s'interroger sur c'est quoi ma stratégie digitale, quel est l'impact du télétravail sur mon organisation de travail, comment je gère le management à distance, comment je peux développer mon site web, comment utiliser les réseaux sociaux, comment veiller à ma e-réputation, le marketing digital, la commercialisation, et également la prévention des risques psychosociaux. On voit bien que le stress numérique est un fait qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Bref, sur tous ces sujets, si vous voulez avoir une réflexion d'entreprise, on vous met à disposition des consultants qui peuvent vous accompagner, encore une fois, avec une prise en charge à 50%. Troisième action, là, c'est toute une série d'actions collectives, hein, comment vendre, communiquer, travailler, manager les équipes à distance, acquérir les bonnes pratiques informatiques, prévenir les risques numériques. Et là, c'est pareil, c'est pris en charge à 100%. Et je vais conclure là-dessus. On a une thématique qui, là, va démarrer au mois de septembre. Donc, vous en avez un peu la primeur. Ça concerne la sécurité économique. Alors, ce n'est pas que du numérique, mais c'est également le numérique. Quand on parle de sécurité économique, il y a trois thèmes majeurs qui ressortent. On a la gestion de crise et la conduite de plans de continuité d'activité. Alors, évidemment, dans cette période de post-Covid, c'est un sujet qui impacte tout le monde, mais ça peut concerner n'importe quelle entreprise à n'importe quel moment de sa vie. Une gestion de crise qui peut, je ne sais pas moi, un problème par exemple sur un produit défaillant et donc la presse s'en empare, comment je réponds à ça? Eh bien, c'est une gestion de crise également. Bref, on a ce sujet-là qui est sur la table.
la transformation numérique des entreprises, encore une fois, stratégie digitale, commercialisation, socle de compétences, toutes les bonnes pratiques qu'on a déjà évoquées. Et là, on le lie avec un projet qui s'appelle Capital Immatériel. Et on est sur le sujet de l'attractivité des entreprises. Et quand on parle d'attractivité des entreprises, on parle de comment, je fais pour mieux recruter, donner envie à des jeunes, évidemment, d'entrer dans les entreprises. J'aurais pu parler effectivement du management des générations X, Y ou Z avec leurs difficultés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des tas d'entreprises qui peinent à recruter. Ce projet-là vise justement à travailler l'attractivité des entreprises et puis aussi comment fidéliser nos collaborateurs. Parce que ce n'est pas le tout de les recruter, après, il faut leur donner envie de rester. Donc, c'est des sujets qui vont être travaillés dans ce projet-là, Capital Immatériel, en lien avec la transformation numérique. Et enfin, le dernier niveau, qui est le niveau donc, sécurité économique, qui embarque évidemment tout ce qui est la gestion du patrimoine. En tant que chef d'entreprise, comment je réfléchis à mon patrimoine, comment je sécurise mon patrimoine, des sujets qui sont évidemment importants. Comment, si je suis à l'export, alors évidemment, des professions libérales, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être on peut avoir des avocats qui partent à l'export. Comment je gère ces aspects-là en termes de sécurité économique. Donc, vous le voyez, différentes thématiques. Encore une fois, j'ai pris un postulat qui est celui du numérique. J'aurais pu en prendre d'autres. Mais pour conclure, parce qu'il est déjà, je crois que j'ai dépassé mon quota de 15 minutes. Et ça, je vous avais prévenu que j'étais un peu bavard. On est là vraiment pour, encore une fois, je vous donnerai la carte de l'Occitanie. Vous avez des collaborateurs qui sont présents. Donc, pour vos salariés, on est là pour évidemment réfléchir avec vous, encore une fois, sur le développement des compétences, mais également si vous avez une stratégie de recrutement, sachez qu'on a toute une offre de services pour vous accompagner dans le cadre de vos recrutements. Et les derniers projets que j'ai présentés, je finirai là-dessus, c'est promis, ça concerne, on parlait des financements de la formation professionnelle et des fonds qui se tarissent. Un de nos métiers, en tout cas celui qu'on fait au quotidien, c'est d'aller rechercher des financements complémentaires. Et on travaille tous les jours avec l'État, avec le conseil régional, avec Pôle emploi, on l'a déjà dit, pour aller rechercher des financements et justement faciliter l'investissement en formation. Ça coûte cher la formation. On voit bien que France Compétences a moins en moins de moyens. Eh bien, nous, notre job, c'est d'aller chercher des financements pour que la formation soit accessible pour vous et pour vos salariés. Et c'est promis, je conclue là. Super, merci. Non, mais je crois que c'est une des qualités de l'ensemble des personnes qui travaillent et qui œuvrent pour la formation. Nous sommes tous très, très bavards. Moi, je sais de quoi je parle, mon équipe aussi et Christophe aussi, on le sait tous. Merci beaucoup pour cette présentation. En effet, c'est une première hein, pour l'ensemble des professionnels libéraux, justement, de pouvoir conjuguer ensemble la formation des indépendants, du chef d'entreprise et aussi de ses salariés. Et on sait à quel point que si le professionnel est bien formé, les salariés aussi, et inversement, les salariés sont bien formés, le professionnel aussi va bien se former. Donc, c'est vraiment très, très important. Écoutez, on arrive à la fin du webinaire. Donc, déjà, merci vraiment à vous tous, Christophe, Philippe, d'être parmi nous. Vous êtes de Paris, de Toulouse, de venir avec nous à distance à Montpellier. Bien sûr, évidemment, bravo et merci à tous les participants qui sont là avec nous et qui nous suivent et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Sachez que le replay sera possible d'ici demain sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir continuer bien sûr de relire l'ensemble du PowerPoint. Bien sûr, je remercie mes deux collègues Axel et Christelle d'intervenir avec moi et j'ai juste à vous souhaiter bien évidemment une bonne journée et au plaisir de vous revoir tous très prochainement. À bientôt tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.